La hache de Nottingham. Le crime d'État a toujours besoin d'être couvert par une apparence de légalité. La source de la loi est dans le souverain, et la souveraineté appartient au peuple qui exerce celle-ci soit par le truchement d'une représentation élue, soit par une délégation héréditairement faite à un monarque, et parfois selon les deux manières ensemble, comme c'était le cas déjà pour l'Angleterre. Tout acte légal en ce pays devait donc comporter le consentement conjoint du monarque et du peuple, que ce consentement fût tacite ou exprimé. L'exécution du comte de Kent avait l'égalité de forme puisque les pouvoirs royaux étaient exercés par le Conseil de Régence, et qu'en l'absence du comte de Lancastre, tuteur du souverain, la signature revenait à la reine-mère. Mais cette exécution n'avait ni le consentement véritable d'un parlement siégeant sous la contrainte, ni l'adhésion du roi tenu dans l'ignorance d'un ordre donné en son nom. Un tel acte ne pouvait être que funeste à ses auteurs. Édouard III marqua sa réprobation autant qu'il le put en exigeant qu'on fît à son oncle Kent des funérailles princières. Comme il ne s'agissait plus que d'un cadavre, Mortimer accepta de déférer au désir du jeune roi. Mais Édouard ne pardonnerait jamais à Mortimer d'avoir disposé à son insu une fois de plus de la vie d'un membre de sa famille. Il ne lui pardonnerait pas non plus l'évanouissement de Madame Philippa à l'annonce brutale de l'exécution de l'oncle Kent. Or, la jeune reine était enceinte de 6 mois, et l'on aurait pu en user envers elle avec ménagement. Édouard en fit reproche à sa mère, et comme cette dernière répliquait avec irritation que Madame Philippa montrait trop de sensibilité pour les ennemis du royaume, et qu'il fallait avoir l'âme forte si l'on avait choisi d'être reine, Édouard lui répondit « Toute femme, madame, n'a pas le cœur aussi pierreux que vous. » L'incident pour Madame Philippa n'eut pas de conséquences, et vers la mi-juin, elle accoucha d'un fils. Édouard III en éprouva la joie simple, profonde et grave qui est celle de tout homme au premier enfant que lui donne la femme qu'il aime et dont il est aimé. Du même coup, il se sentait comme roi brusquement mûri. Sa succession était assurée, le sentiment de la dynastie, de sa propre place entre ses ancêtres et sa descendance, celle-ci toute fragile encore mais déjà présente dans un berceau mousseux, occupait ses méditations et lui rendait de moins en moins supportable l'incapacité juridique dans laquelle on le maintenait. Toutefois, il était assailli de scrupules. Rien ne sert de renverser une coterie dirigeante si l'on n'a pas de meilleurs hommes pour la remplacer, ni de meilleurs principes à appliquer. Saurais-je vraiment régner ? Et suis-je assez formé pour cela ? Se demandait-il souvent. Son esprit demeurait marqué par le détestable exemple qu'avait fourni son père, entièrement gouverné par les Despencer, et l'exemple aussi détestable qu'offrait sa mère sous la domination de Roger Mortimer. Son inaction forcée lui permettait d'observer et de réfléchir. Rien ne se pouvait faire au royaume sans le Parlement, sans son accord spontané ou obtenu. L'importance prise ces dernières années par cette assemblée de consultation, réunie de plus en plus fréquemment, en tout lieu et à tout propos, était la conséquence de la mauvaise administration, des expéditions militaires mal conduites, des désordres dans la famille royale et de l'état de constante hostilité entre le pouvoir central et la coalition des grands féodaux. Il fallait faire cesser ces déplacements ruineux où lords et communes devaient courir à Winchester, à Salisbury, à York, et tenir des sessions qui n'avaient d'autre objet que de permettre à Lord Mortimer de faire sentir sa férule au royaume. Quand je serai vraiment roi, le Parlement siégera à date régulière et à Londres autant que se pourra. L'armée ? L'armée n'est point présentement l'armée du roi. Ce sont des armées de barons qui n'obéissent que selon leur gré. Il faudrait une armée recrutée pour le service du royaume et commandée par des chefs qui ne tiennent leur pouvoir que du roi. La justice. La justice demande d'être concentrée dans la main souveraine, qui doit s'efforcer de la faire égale pour tous. Au royaume de France, quoi qu'on dise, l'ordre est plus grand. Il faut aussi donner des ouvertures au commerce dont on se plaint qu'il soit ralenti par les taxes et interdictions sur les cuirs et les laines qui sont notre richesse. C'étaient là des idées qui pouvaient paraître fort simples, mais cessaient de l'être du fait qu'elles logeaient dans une tête royale, des idées quasi révolutionnaires, en un temps d'anarchie, d'arbitraire et de cruauté, comme rarement nation en connut. Le jeune souverain abrimé rejoignait ainsi les aspirations de son peuple opprimé. Il ne s'ouvrait de ses intentions qu'à peu de personnes, à son épouse Philippa, à Guillaume de Mouny, l'écuyer qu'elle avait amené de Hainaut avec elle,
à Lord Montagu surtout, qui lui traduisait le sentiment des jeunes lords. C'est souvent à 20 ans qu'un homme formule les quelques principes qu'il mettra toute une vie à appliquer. Édouard III avait une qualité majeure pour un homme de pouvoir, il était sans passion et sans vice. Il avait eu la chance d'épouser une princesse qu'il aimait. Il avait la chance de continuer à l'aimer. Il possédait cette forme suprême de l'orgueil qui consistait à tenir pour naturelle sa position de roi. Il exigeait le respect de sa personne et de sa fonction. Il méprisait la servilité parce qu'elle exclut la franchise. Il détestait la pompe inutile parce qu'elle insulte la misère et qu'elle est le contraire de la réelle majesté. Les gens qui avaient séjourné autrefois à la cour de France disaient qu'il ressemblait par beaucoup de traits au roi Philippe le Bel. On lui trouvait même forme et même pâleur de visage, même froideur des yeux bleus, quand parfois il relevait ses longs cils. Édouard était plus communicatif et enthousiaste, certes, que son grand-père maternel, mais ceux qui parlaient ainsi n'avaient connu le roi de fer qu'en ces dernières années, à la fin d'un long règne. Nul ne se rappelait ce qu'avait été Philippe le Bel à 20 ans. Le sang de France, en Édouard III, l'avait emporté sur celui des Plantagenets, et il semblait que le vrai Capétien fût sur le trône d'Angleterre. En octobre de cette même année 1330, le Parlement fut à nouveau convoqué à Nottingham, cette fois dans le nord du royaume. La réunion menaçait d'être houleuse. La plupart des lords gardaient rancune à Mortimer de l'exécution du comte de Kent, dont leur conscience demeurait alourdie. Le comte de Lancastre au torse-col, qu'on appelait maintenant le vieux Lancastre, parce qu'il avait réussi le prodige de conserver sur ses épaules jusqu'à 50 ans sa grosse tête penchée, Lancastre, courageux et sage, était enfin de retour. Atteint d'une maladie des yeux qui depuis longtemps menaçante s'était brusquement aggravée jusqu'à la demi-cécité, il lui fallait faire guider ses pas par un écuyer, mais cette infirmité même le rendait encore plus vulnérable, et l'on sollicitait ses avis avec davantage de déférence. Les communes s'inquiétaient des nouveaux subsides qu'on allait leur demander de consentir, et des nouvelles taxes sur les laines. Où donc passait l'argent ? Les 30 000 livres du tribut d'Écosse. À quel usage Mortimer les avait-il employés ? Était-ce pour son profit ou celui du royaume qu'on avait mené cette dure campagne 3 ans plus tôt ? Et pourquoi avoir gratifié le triste baron Maltravers, outre sa charge de sénéchal, d'une somme de 1000 livres pour salaire de la garde du feu roi, autrement dit du meurtre ? Car tout se sait ou finit par se savoir, et les comptes du trésor ne peuvent rester éternellement secrets. Voilà donc à quoi servait le revenu des taxes. Et Ogle et Gournay, les assesseurs de Maltravers, et Deverill, le gouverneur de Corfy, en avaient reçu autant. Mortimer, qui, sur la route de Nottingham, s'avançait en un tel train de splendeur que le jeune roi lui-même semblait faire partie de sa suite, Mortimer n'était plus soutenu réellement que par une centaine de partisans qui lui devaient toute leur fortune, n'était puissant que de le servir et risquait la disgrâce, le bannissement ou la potence si lui-même venait à tomber. Il se croyait obéi parce qu'un réseau d'espions jusqu'auprès du roi, en la personne de John Wynyard, l'informait de toutes les paroles prononcées et faisait hésiter les conjurations. Il se croyait puissant parce que ses troupes imposaient la crainte aux lords et aux communes. Mais les troupes peuvent marcher à d'autres ordres et les espions trahir. Le pouvoir, sans le consentement de ceux sur lesquels il est exercé, est une duperie qui jamais ne dure longtemps. Un équilibre éminemment fragile entre la peur et la révolte, et qui se rompt d'un coup quand suffisamment d'hommes prennent ensemble conscience de partager le même état d'esprit. Chevauchant sur une selle brodée d'or et d'argent, entouré d'écuyers vêtus d'écarlate et portant son pennon flottant au bout des lances, Mortimer s'avançait sur une route pourrie. Pendant le voyage, Édouard III nota que sa mère paraissait malade, qu'elle avait le visage terne et tiré, les yeux marqués de fatigue, le regard moins brillant. Elle allait en litière et non sur sa hacquenée blanche, comme c'était sa coutume. Souvent, il fallait arrêter la litière dont le mouvement lui donnait la nausée. Mortimer avait auprès d'elle une présence attentive et gênée. Peut-être Édouard eût-il moins remarqué ces signes s'il n'avait eu l'occasion d'observer les mêmes au début de l'année sur madame Philippa, son épouse. Et puis, en voyage, les serviteurs bavardent davantage. Les femmes de la reine-mère parlaient à celles de madame Philippa. À York, où l'on fit halte 2 jours, Édouard ne pouvait plus avoir de doute. Sa mère était enceinte. Il se sentait submergé de honte et de dégoût. La jalousie également, une jalousie de fils aîné, aidait à son ressentiment. Il ne retrouvait plus la belle et noble image qu'il avait de sa mère en son enfance.
pour elle, j'ai haï mon père, à cause des hontes qu'il lui infligeait. Et voici qu'elle-même à présent me honnit, mère à 40 ans d'un bâtard qui sera plus jeune que mon propre fils. » Comme roi, il se sentait humilié devant son royaume, et comme époux devant son épouse. Dans la chambre du château d'York, se retournant entre les draps sans parvenir à trouver le sommeil, il disait à Philippa « Te souviens-tu, mamie? C'est ici que nous nous sommes épousés. Ah, je t'ai convié à un bien triste règne. » Placide et réfléchie, Philippa prenait l'événement avec moins de passion, mais assez prude, elle jugeait. « De telles choses, dit-elle, ne se verraient point à la cour de France. Ah, mamie, et les adultères de vos cousines de Bourgogne, et vos rois empoisonnés. » Du coup, la famille capétienne devenait celle de Philippa, comme s'il n'en était pas lui-même tout également descendu. « En France, on est plus courtois, » répondit Philippa, « moins affiché dans ses désirs, moins cruel dans ses rancunes. On est plus dissimulé, plus sournois, on préfère le poison au fer. Vous êtes plus brutaux. » Il ne répondit pas. Elle craignit de l'avoir offensé, et tendit vers lui un bras rond et doux. « Je t'aime fort, mon ami, dit-elle, car toi, tu ne l'aurais point semblable. » « Et ce n'est pas seulement la honte, reprit Édouard, mais aussi le danger. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que Mortimer est bien capable de nous faire tous périr et d'épouser ma mère afin de se faire reconnaître régent et de pousser son bâtard au trône. »« C'est chose folle à penser, dit Philippa. Certes, une telle subversion, qui supposait le reniement de tous les principes, à la fois religieux et dynastiques, eût été dans une monarchie ferme proprement inimaginable. Mais tout est possible, et même les plus démentes aventures dans un royaume déchiré et abandonné à la lutte des factions. « Je m'en ouvrirai demain à Montaigu, » dit le jeune roi. En arrivant à Nottingham, Lord Mortimer se montra particulièrement impatient, autoritaire et nerveux, parce que John Wynyard, sans pouvoir percer la teneur des entretiens, avait surpris de fréquents colloques dans la dernière partie du trajet entre le roi, Montaigu et plusieurs jeunes lords. Mortimer s'emporta contre Sir Edward Bohun, le vice-gouverneur, lequel, chargé d'organiser le logement, et n'agissant d'ailleurs que selon l'habitude, avait prévu d'installer les grands seigneurs dans le château même. « De quel droit ?» s'écria Mortimer. « Avez-vous, sans en référer à moi, disposé d'appartements si proches de ceux de la reine-mère ? Je croyais, my lord, que le comte de Lancastre, ainsi que tous les autres, devra loger à 1 mille au moins du château. » « Et vous-même, my lord ?» Mortimer fronça les sourcils comme si cette question constituait une offense. « Mon appartement sera à côté de celui de la reine-mère, et vous ferez remettre à celle-ci par le constable les clés du château chaque soir. » Edward Bohun s'inclina. Il est parfois des prudences funestes. Mortimer voulait éviter qu'on commentât l'état de la reine-mère. Il voulait surtout isoler le roi, ce qui permit au jeune lord de s'assembler et de se concerter beaucoup plus librement, loin du château et des espions de Mortimer. Lord Montagu réunit ceux de ses amis qui lui paraissaient les plus résolus, garçons pour la plupart entre 20 et 30 ans. Les lords Mullins, Ufford, Stratford, Clinton, ainsi que John Neville de Hornby et les 4 frères Bohun, Edward Humphrey, William et John, celui-ci étant comte de Hereford et Essex. La jeunesse formait le parti du roi. Ils avaient la bénédiction d'Henri de Lancastre, et davantage même qu'une bénédiction. De son côté, Mortimer siégeait au château en compagnie du chancelier Burgers, de Simon Bereford, de John Monmouth, John Wynyard, Hugh Turplington et Maltravers, les consultant sur les moyens d'empêcher le développement d'une nouvelle conjuration. L'évêque Burgers sentait le vent tourner et se montrait moins ardent à la sévérité. Se couvrant de sa dignité ecclésiastique, il prêchait l'entente. Il avait su naguère glisser à temps du parti Despenser au parti Mortimer. « Assez d'arrestations, de procès et de sang, disait-il. Peut-être quelques satisfactions allouées en terre, argent ou honneur ?» Mortimer l'interrompit du regard. Son œil, à la paupière coupée droit sous le massif du sourcil, faisait encore trembler. L'évêque de Lincoln se tut. Or, à la même heure, Lord Montagu réussissait à s'entretenir en privé avec Édouard III.
« Je vous supplie, mon noble roi, lui disait-il, de ne pas tolérer plus longtemps les insolences et les intrigues d'un homme qui a fait assassiner votre père, décapiter votre oncle, corrompu votre mère. Nous avons juré de verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour vous en délivrer. Nous sommes prêts à tout. Encore faudrait-il agir avec hâte, et pour cela que nous puissions pénétrer en assez grand nombre dans le château, où aucun de nous n'est logé. » Le jeune roi réfléchit un moment. « À présent sûrement, William, répondit-il, je sais que je vous aime bien. » Il n'avait pas dit que vous m'aimez bien. Disposition d'âme vraiment royale. Il ne doutait pas qu'on voulût le servir. L'important pour lui était d'accorder à bon escient sa confiance et son affection. « Vous allez donc, continua-t-il, trouver le constable du château, Sir William Elland, en mon nom, et le prier de par mon ordre de vous obéir en ce que vous lui demanderez. »« Alors, my lord, dit Montaigu, que Dieu nous aide. » Tout dépendait à présent de cet Elland, et de ce qu'il fût acquis, et de ce qu'il fût loyal. S'il révélait la démarche de Montaigu, les conjurés étaient perdus, et peut-être le roi lui-même. Mais Sir Edward Bohun garantissait qu'il pencherait du bon côté, ne fût-ce qu'en raison de la manière dont Mortimer, depuis l'arrivée à Nottingham, le traitait en valet. William Elland ne déçut pas Montaigu, lui promit de se conformer à ses ordres autant qu'il pourrait, et jura de garder le secret. « Puisque donc vous êtes avec nous, lui dit Montaigu, remettez-moi ce soir les clés du château. »« My lord, répondit le constable, sachez que les grilles et portes sont fermées chaque soir par des clés que je remets à la reine-mère, laquelle les cache sous ses oreillers jusqu'au matin. Sachez aussi que la garde habituelle du château a été relevée et remplacée par 400 hommes des troupes personnelles de Lord Mortimer. » Montaigu vit tous ses espoirs s'écrouler. « Mais je sais un chemin secret qui conduit de la campagne jusqu'au château, reprit Elland. C'est un souterrain que firent creuser les rois saxons pour échapper aux Danois, quand ceux-ci ravageaient tout le pays. Ce souterrain est inconnu de la reine Isabelle, de Lord Mortimer et de leurs gens auxquels je n'avais aucune raison de le montrer. Il aboutit au cœur du château, dans le keep, et par là, on peut pénétrer sans être aperçu de personne. Comment trouverons-nous l'entrée dans la campagne ? Parce que je serai avec vous, my lord. Lord Montagu eut un second et rapide entretien avec le roi. Puis, dans la soirée, en compagnie des frères Bohun, des autres conjurés et du constable Elland, il monta à cheval et quitta la ville, déclarant à suffisamment de personnes que Nottingham leur devenait peu sûr. Ce départ, qui ressemblait beaucoup à une fuite, fut aussitôt rapporté à Mortimer. « Ils se savent découverts et se dénoncent d'eux-mêmes. Demain, je les ferai saisir et traduire devant le Parlement. Allons, nous aurons une nuit tranquille, mamie, dit-il à la reine Isabelle. » Vers minuit, de l'autre côté du keep, dans une chambre au mur de granit éclairée seulement d'une veilleuse, Madame Philippa demandait à son époux pourquoi il ne se couchait pas et demeurait assis au bord du lit, une cotte de maille sous sa cotte de roi et une épée courte au côté. « Il peut se passer de grandes choses cette nuit, » répondit Édouard. Philippa restait calme et placide en apparence, mais le cœur lui battait à grands coups dans la poitrine. Elle se rappelait leur conversation d'York. « Croyez-vous qu'il veuille venir vous assassiner ?»« Cela aussi peut se faire. » Il y eut un bruit de voix chuchotée dans la pièce voisine, et Gauthier de Mauny, que le roi avait désigné pour prendre la garde en son antichambre, frappa discrètement la porte. Édouard alla ouvrir. « Le constable est là, my lord, et les autres avec lui. » Édouard revint poser un baiser sur le front de Philippa. Elle lui saisit les doigts, les tint un instant étroitement serrés et murmura « Dieu te garde !» Gauthier de Mauny demanda « Dois-je vous suivre, my lord ?» Ferme étroitement les portes derrière moi et veille sur madame Philippa. Dans la cour herbue du donjon, sous la clarté de la lune, les conjurés attendaient rassemblés autour du puits. Ombre armée de glaives et de haches. La jeunesse du royaume s'était entourée les pieds de chiffons. Le roi n'avait pas pris cette précaution et son pas fut seul à résonner sur les dalles des longs couloirs. Une unique torche éclairait cette marche. Aux serviteurs allongés à même le sol et qui se soulevaient somnolents, on murmurait « Le roi !» et ils demeuraient où ils étaient, se tassant sur eux-mêmes, inquiets de cette promenade nocturne de seigneurs en armes, mais ne cherchant pas à en savoir trop.
La bagarre éclata seulement dans l'antichambre des appartements de la reine Isabelle, où les 6 écuyers postés là par Mortimer refusèrent le passage bien que ce fût le roi qui le demanda. Bataille fort brève, où seul John Neville de Hornby fut blessé d'un coup de pique qui lui traversa le bras. Cernés et désarmés, les hommes de garde se collèrent au mur. L'affaire n'avait duré qu'1 minute, mais derrière l'épaisse porte, on entendit un cri échapper de la gorge de la reine-mère, puis le bruit de traverses poussées. « Lord Mortimer, sortez !» commanda Édouard III. « C'est votre roi qui vient vous appréhender. » Il avait pris sa claire et forte voix de bataille, celle aussi que la foule d'York avait entendue le jour de son mariage. Il n'eut d'autre réponse qu'un tintement d'épée tiré hors d'un fourreau. « Mortimer, sortez !» répéta le jeune roi. Il attendit encore quelques secondes, puis soudain saisit la plus proche hache des mains d'un jeune lord, l'éleva au-dessus de sa tête et de toutes ses forces l'abattit contre la porte. Ce coup de hache, c'était l'affirmation trop longtemps attendue de sa puissance royale, la fin de ses humiliations, le terme aux arrêts délivrés contre son vouloir. C'était la libération de son parlement, l'honneur rendu aux lords et la légalité restaurée au royaume. Bien plus que le jour du couronnement, le règne d'Édouard III commençait là, avec ce fer brillant planté dans le chêne sombre, et ce choc, ce grand craquement de bois dont l'écho se répercuta sous les voûtes de Nottingham. 10 autres haches s'attaquèrent à la porte, et bientôt le lourd ventail céda. Roger Mortimer était au centre de la pièce. Il avait eu le temps de passer des chausses, sa chemise blanche était ouverte sur la poitrine, et il tenait son épée à la main. Son œil couleur de pierre brillait sous les sourcils épais. Ses cheveux grisonnants et dépeignés entouraient son rude visage. Il y avait encore une belle force en cet homme-là. Isabelle, auprès de lui, les joues baignées de larmes, tremblait de froid et de peur. Ses minces pieds nus faisaient 2 taches claires sur le dallage. On apercevait dans la pièce voisine un lit défait. Le premier regard du roi fut pour le ventre de la reine-mère, dont la robe de nuit dessinait l'arrondi. Jamais Édouard III ne pardonnerait à Mortimer d'avoir réduit sa mère, que ses souvenirs lui représentaient si belle et si vaillante dans l'adversité, si cruelle dans le triomphe mais toujours parfaitement royale, à cet état de femelle éplorée à qui l'on venait arracher le mâle dont elle était grosse et qui se tordait les mains en gémissant. « Beau-fils, je vous en conjure, épargnez le gentil Mortimer !» Elle s'était placée entre son fils et son amant. « A-t-il épargné votre honneur ?» dit Édouard. « Ne faites point de mal à son corps !» cria Isabelle. « Il est vaillant chevalier, notre ami bien-aimé. Rappelez-vous que vous lui devez votre trône !» Les conjurés hésitaient. Allait-il y avoir combat et faudrait-il tuer Mortimer sous les yeux de la reine ? « Il s'est assez payé d'avoir hâté mon règne. Allez, mes lords, qu'on s'en saisisse !» dit le jeune roi en écartant sa mère et en faisant signe à ses compagnons d'avancer. Montagu, les Bohun, Lord Mullins et John Neville, dont le sang ruisselait de sang, sans qu'il y prît garde, entourèrent Mortimer. 2 haches se levèrent derrière lui, 3 lames se dirigèrent vers ses flancs, une main s'abattit sur son bras pour lui faire lâcher l'épée qu'il tenait. On le poussa vers la porte. Au moment de la franchir, Mortimer se retourna. « Adieu, Isabelle, ma reine !» s'écria-t-il. « Nous nous sommes bien aimés. » Et c'était vrai. Le plus grand, le plus spectaculaire, le plus dévastateur amour du siècle, commencé comme un exploit de chevalerie et qui avait ému toutes les cours d'Europe, jusqu'à celle du Saint-Siège. Cette passion qui avait frété une flotte, équipé une armée, s'était consommée dans un pouvoir tyrannique et sanglant, s'achevait entre des haches, à la lueur d'une torche fumeuse. Roger Mortimer, 8e baron de Wigmore, ancien grand juge d'Irlande, premier comte des Marches, était conduit vers les prisons. Sa royale maîtresse, en chemise, s'écroulait au pied du lit. Avant l'aurore, Bereford, Deverill, Wynyard et les principales créatures de Mortimer étaient arrêtés. On se lançait à la poursuite du sénéchal Maltravers, de Gournay et Ogle, les 3 meurtriers d'Édouard II, qui avaient aussitôt pris la fuite. La foule au matin s'était massée dans les rues de Nottingham et hurlait sa joie au passage de l'escorte qui emmenait sur une charrette, suprême honte pour un chevalier, Mortimer enchaîné. Torscoll, l'oreille sur l'épaule, était au premier rang de la population, et bien que ses yeux malades vissent à peine le cortège, il dansait sur place,
et lançait en l'air son bonnet. « Où le conduit-on » demandaient les gens. « À la tour de Londres. » Vers les Common Gallows. Les corbeaux de la tour vivent très vieux, plus de 100 ans, dit-on. Le même énorme corbeau, attentif et sournois, qui 7 ans plus tôt cherchait à piquer les yeux du prisonnier à travers les barreaux du soupirail, était revenu se poster devant la cellule. Était-ce par dérision qu'on avait assigné à Mortimer son cachot d'autrefois? Là où le père l'avait gardé 17 mois enfermé, le fils à son tour le tenait captif. Mortimer se disait qu'il devait y avoir dans sa nature, dans sa personne, quelque chose qui le rendait intolérable à l'autorité royale, ou qui lui rendait insupportable cette autorité. De toute manière, un roi et lui ne pouvaient cohabiter dans la même nation, et il fallait bien que l'un des deux disparût. Il avait supprimé un roi, un autre allait le supprimer. C'est un grand malheur que d'être né avec une âme de monarque, quand on n'est pas destiné à régner. Mortimer, cette fois, n'avait plus l'espérance ni même le désir de s'évader. Il lui semblait être déjà mort depuis Nottingham. Pour les êtres tels que lui, dominés par l'orgueil et dont les plus hautes ambitions ont été un moment satisfaites, la chute équivaut au trépas. Le vrai Mortimer était à présent, et pour l'éternité humaine, inscrit dans les chroniques d'Angleterre. Le cachot de la tour ne contenait que sa charnelle, mais indifférente enveloppe. Chose singulière, cette enveloppe avait retrouvé des habitudes. De la même manière que lorsqu'on revient après 20 ans d'absence dans la demeure où l'on a vécu enfant, on pèse du genou machinalement et par une sorte de mémoire musculaire sur le battant de la porte qui autrefois forçait, ou bien l'on pose le pied au plus large de l'escalier pour éviter le bord d'une marche usée. De la même manière, Mortimer avait repris les gestes de sa précédente détention. Il pouvait, la nuit, franchir les quelques pas du soupirail au mur sans jamais se cogner. Il avait, dès son entrée, repoussé l'escabelle à sa place ancienne. Il reconnaissait les bruits familiers, la relève de la garde, la sonnerie des offices à la chapelle Saint-Pierre, et cela sans le moindre effort d'attention. Il savait l'heure où on lui apportait son repas. La nourriture était à peine moins mauvaise que du temps de l'ignoble constable Seagrave. Parce que le barbier Ogle avait servi d'émissaire à Mortimer la première fois pour organiser sa fuite, on refusait de lui envoyer quelqu'un pour le raser. Une barbe d'1 mois lui poussait aux joues, mais à ce détail près, tout était semblable jusqu'à ce corbeau que Mortimer avait naguère surnommé Édouard et qui feignait de dormir, ouvrant de temps en temps son œil rond avant de lancer son gros bec à travers les barreaux. Ah si, quelque chose manquait. Les monologues tristes du vieux lord Mortimer de Shirk, gisant sur la planche qui servait de couche. À présent, Roger Mortimer comprenait pourquoi son oncle avait refusé autrefois de le suivre dans son évasion. Ce n'était ni par peur du risque, ni même par faiblesse de corps. On a toujours assez de force pour entreprendre un chemin, même si l'on doit y tomber. C'était le sentiment que sa vie était terminée qui avait retenu le lord de Shirk et lui avait fait préférer attendre sa fin sur ce bas-flanc. Pour Roger Mortimer, qui ne comptait que 45 ans, la mort ne viendrait pas d'elle-même. Il éprouvait une vague angoisse lorsqu'il regardait vers le centre du Green, la place où l'on dressait habituellement le billot. Mais on s'habitue à la proximité de la mort par toute une suite de pensées très simples qui s'organisent pour constituer une mélancolique acceptation. Mortimer se disait que le corbeau sournois vivrait après lui et narguerait d'autres prisonniers. Les rats aussi vivraient, les gros rats mouillés qui montaient la nuit des berges vaseuses de la Tamise et couraient sur les pierres de la forteresse. Même la puce qui le taquinait sous sa chemise sauterait sur le bourreau le jour de l'exécution et continuerait de vivre. Toute vie qui s'efface du monde laisse les autres vies intactes. Rien n'est plus banal que de mourir. Quelquefois il songeait à sa femme, Lady Jeanne, sans nostalgie ni remords. Il l'avait assez tenue à l'écart de sa puissance pour que l'on eût quelque raison de s'en prendre à elle. On lui laisserait sans doute la disposition de ses biens personnels. Ses fils, certes, ses fils auraient à subir la séquelle des haines dont il était l'objet, mais comme il y avait peu de chances qu'ils devinssent jamais hommes d'aussi vaste valeur et d'aussi haute ambition que lui, qu'importait qu'ils fussent ou ne fussent pas comtes dans les marches. Le grand Mortimer, c'était lui, ou plutôt ce qu'il avait été. Ni pour sa femme, ni pour ses fils, il n'éprouvait de regret. La reine Isabelle mourrait un jour. Et de cet instant-là, il n'existerait plus personne sur terre
à l'avoir connu dans sa vérité. C'était seulement lorsqu'il pensait à Isabelle qu'il se sentait encore quelque peu rattaché à l'existence. Il était mort à Nottingham, certes, mais le souvenir de son amour continuait de vivre, un peu comme les cheveux s'obstinent à croître quand le cœur a cessé de battre. Voilà tout ce qui restait au bourreau à trancher. Quand on séparerait la tête du corps, on anéantirait le souvenir des mains royales qui s'étaient nouées à ce cou. Comme chaque matin, Mortimer avait demandé la date. On était le 29 novembre. Le Parlement devait donc se trouver réuni et le prisonnier s'attendait à comparaître. Il connaissait assez la lâcheté des assemblées pour savoir que nul ne prendrait sa défense, bien au contraire. Lords et communes allaient se venger avec empressement de la terreur qu'il leur avait si longtemps inspirée. Le jugement avait déjà été prononcé dans la chambre de Nottingham. Ce n'était pas à un acte de justice qu'on allait le soumettre, mais seulement à un simulacre nécessaire, une formalité tout exactement comme lors des condamnations naguère ordonnées par lui. Un souverain de 20 ans, impatient de gouverner, et de jeunes lords, impatients d'être les maîtres de la faveur royale, avaient besoin de sa disparition pour être sûrs de leur pouvoir. Ma mort pour ce petit Édouard est l'indispensable complément de son sacre. Et pourtant, ils ne feront pas mieux que moi. Le peuple ne sera pas davantage satisfait sous leur loi. Là où je n'ai pas réussi, qui donc pourrait réussir? Quelle attitude devrait-il adopter pendant le simulacre de justice? Se faire suppliant comme le comte de Kent? Battre sa coulpe, implorer, offrir sa soumission, pieds nus et la corde au cou, en confessant le regret de ses erreurs? Il faut avoir grande envie de vivre pour s'imposer la comédie de la déchéance. Je n'ai commis aucune faute. J'ai été le plus fort et le suis resté jusqu'à ce que d'autres plus forts pour un moment m'abattent. C'est tout. Alors, l'insulte? Faire face une dernière fois à ce parlement de moutons et lui lancer « J'ai pris les armes contre le roi Édouard II, mes lords. Lesquels d'entre vous qui me jugeaient ce jour ne m'ont pas suivi alors? Je me suis évadé de la tour de Londres. Mes lords évêques, lesquels d'entre vous qui me jugeaient ce jour n'ont pas fourni aide et trésors pour ma liberté? J'ai sauvé la reine Isabelle d'être tuée par des favoris de son époux. J'ai levé des troupes et armé une flotte qui vous ont délivré des Despencer. J'ai déposé le roi que vous haïssiez et fait couronner son fils, qui ce jour me juge. Mes lords, comtes, barons et évêques, et vous, messires des communes, lesquels d'entre vous ne m'ont pas loué pour tout cela, et même pour l'amour que la reine m'a porté? Vous n'avez rien à me reprocher que d'avoir agi en votre place, et vous avez belles dents à me déchirer pour faire oublier par la mort d'un seul ce qui fut la besogne de tous. Ou bien le silence, refuser de répondre à l'interrogatoire, refuser de présenter une défense, ne pas prendre l'inutile peine de se justifier, laisser hurler les chiens qu'on ne tient plus sous le fouet. Mais combien j'avais raison de les soumettre à la peur. Il fut tiré de ses pensées par des bruits de pas. « Voici le moment, se dit-il. » La porte s'ouvrit, et des sergents d'armes apparurent qui s'écartèrent pour laisser passer le frère du défunt comte de Kent, le comte de Norfolk, maréchal d'Angleterre, suivi du lord-maire et des shérifs de Londres, ainsi que de plusieurs délégués des lords et des communes. Tout ce monde ne pouvait tenir dans la cellule, et les têtes se pressaient dans l'étroit couloir. « My lord, dit le comte de Norfolk, je viens d'ordre du roi vous donner la lecture du jugement rendu à votre endroit l'autre avant-hier par le Parlement assemblé. » Les assistants furent surpris de voir à cette annonce Mortimer sourire. Un sourire calme, méprisant, qui ne s'adressait pas à eux, mais à lui-même. Le jugement était déjà rendu depuis 2 jours sans comparution, sans interrogatoire, sans défense, alors que l'instant d'avant il s'inquiétait de la figure à prendre devant ses accusateurs. Vain souci. On lui infligeait une ultime leçon. Il aurait pu aussi bien se dispenser naguère pour les Despencer, pour le comte d'Arundel, pour le comte de Kent, d'aucune formalité judiciaire. Le coroner de la cour avait commencé de lire le jugement. « Vu que ce fut ordonné par le Parlement séant à Londres, immédiatement après le couronnement de notre Seigneur le roi, que le conseil du roi comprendrait 5 évêques, 2 comtes et 5 barons, et que rien ne pourrait être décidé hors de leur présence, et que le dit Roger Mortimer, sans égard à la volonté du Parlement, s'appropria le gouvernement et l'administration du royaume, déplaçant et plaçant à sa guise les officiers de la maison du roi et de l'ensemble du royaume pour y introduire ses propres amis selon son bon plaisir. » Debout, adossé au mur et la main posée sur un barreau du soupirail,
Roger Mortimer regardait le green et paraissait à peine intéressé par la lecture. Vu que le père de notre roi ayant été conduit au château de Kenilworth par ordonnance des pères du royaume pour y demeurer et y être traité selon sa dignité de grand prince, le dit Roger ordonna de lui refuser tout ce qu'il demanderait et le fit transférer au château de Berkeley, où finalement, par ordre du dit Roger, il fut traîtreusement et ignominieusement assassiné. « Va-t'en, mauvais oiseau !» cria Mortimer à l'étonnement des assistants, parce que le corbeau sournois venait de lui décharger un grand coup de bec sur le dos de la main. Vu que bien qu'il fût interdit par ordonnance du roi, scellé du grand sceau, de pénétrer en armes dans la salle de délibération du Parlement séant à Salisbury, ceci sous peine de forfaiture, le dit Roger et sa suite armée n'en pénétrèrent pas moins, violant ainsi l'ordonnance royale. La liste des griefs s'allongeait, interminable. On reprochait à Mortimer l'expédition militaire contre le comte de Lancastre, les espions placés auprès du jeune souverain et qui avaient contraint celui-ci de se conduire plutôt en prisonnier qu'en roi, l'accaparement de vastes terres appartenant à la couronne, la rançon, le dépouillement, le bannissement de nombreux barons, la machination montée pour faire croire au comte de Kent que le père du roi était toujours vivant, ce qui détermina le dit comte à vérifier les faits par les moyens les plus honnêtes et les plus loyaux, l'usurpation des pouvoirs royaux pour traduire le comte de Kent devant le Parlement et le faire mettre à mort, le détournement des sommes destinées à financer la guerre de Gascogne, ainsi que des 30 000 marques d'argent versées par les Écossais en exécution du traité de paix. La main mise sur le trésor royal, de sorte que le roi n'était plus en état de tenir son rang. Mortimer était accusé encore d'avoir allumé la discorde entre le père du roi et la reine consort. Étant ainsi responsable du fait que la reine ne revint jamais à son seigneur pour partager son lit au grand déshonneur du roi et de tout le royaume, et enfin d'avoir déshonoré la reine, en se montrant auprès d'elle comme son paramour notoire et avoué. Mortimer, les yeux au plafond et se caressant la barbe, souriait à nouveau. C'était toute son histoire qu'on lisait, et qui, sous cette forme étrange, allait entrer à jamais dans les archives du royaume. C'est pourquoi le roi s'en est remis aux comtes, barons et autres, pour prononcer un juste jugement contre le dit Roger Mortimer. Ce que les membres du Parlement, après s'être concertés, ont admis, déclarant que toute charge énumérée était valable, notoire, connue de tout le peuple, et particulièrement l'article touchant la mort du roi au château de Berkeley. C'est pourquoi il est décidé par eux que le dit Roger, traître et ennemi du roi et du royaume, sera traîné sur la claie et puis pendu. Mortimer eut un léger sursaut. Donc, ce ne serait pas le billot. Jusqu'au bout, il y avait de l'imprévu. Et aussi que la sentence sera sans appel, ainsi que le dit Mortimer lui-même en a autrefois décidé dans les procès des deux Despencer et du défunt Lord Edmond, comte de Kent, oncle du roi. Le clerc avait terminé et roulait les feuilles. Le comte de Norfolk, frère du comte de Kent, regardait Mortimer dans les yeux. Qu'avait-il fait, celui-là, qui s'était tenu bien quoi ces derniers mois, pour reparaître en affectant un air vengeur et justicier? À cause de ce regard, Mortimer eut envie de parler, brièvement, juste pour dire au comte maréchal, et à travers ce personnage, au roi, aux conseillers, aux lords, aux communes, aux clergés, au peuple tout entier, quand il paraîtra au royaume d'Angleterre un homme capable d'accomplir telle chose que vous venez d'énumérer, vous vous soumettrez à lui derechef, tout également que vous me fûtes soumis. Mais je ne crois pas qu'il naisse de sitôt. À présent, il est temps d'en finir. Est-ce maintenant que vous me conduisez ? Il semblait donner encore des ordres et commander sa propre exécution. « Oui, my lord, dit le comte de Norfolk. C'est à présent. Nous vous menons au Common Gallows. » Les Common Gallows, le gibet des voleurs, des bandits, des faussaires, des vendeurs de filles, le gibet de la crapule. « Bien. Allons, dit Mortimer. Mais auparavant vous devez être dépouillé pour la claie. Fort bien, dépouillez-moi. On lui ôta ses vêtements, ne lui laissant qu'une toile autour des reins. Il sortit ainsi, nu parmi cette escorte chaudement vêtue, sous une petite pluie bruyante de novembre. Son haut corps musclé faisait une tache claire parmi toutes les robes sombres des shérifs et les vêtements de fer de la garde. La claie était dans le green, construite de lattes rugueuses posées sur 2 patins et accrochée au harnais d'un cheval de trait. Mortimer conserva son sourire méprisant pour regarder cet équipage.
Que de soins, que d'applications à l'humilier. Il se coucha sans aide, et on lui lia les poignets et les chevilles aux traverses de bois. Puis le cheval se mit en marche, et la claie commença de glisser, d'abord doucement sur l'herbe du green, puis en raclant le gravier du chemin. Le maréchal d'Angleterre, le lord mayor, les délégués du Parlement, le constable de la tour suivaient. Une escorte de soldats, la pique sur l'épaule, ouvrait la route et protégeait la marche. Le cortège sortit de la forteresse par le Traitor's Gate, où une foule attendait curieuse, houleuse, cruelle, qui ne fit que grossir le long du chemin. Quand on a généralement considéré les multitudes du haut d'un cheval ou d'une estrade, c'est une impression étrange que de les regarder soudain depuis le niveau du sol, d'apercevoir tous ces mentons agités, toutes ces bouches déformées par les cris, ces milliers de narines ouvertes. Les hommes ont vraiment de mauvais visages observés ainsi, et les femmes également, des visages grotesques et méchants, d'affreuses gueules de gargouilles sur lesquelles on n'a pas assez frappé lorsqu'on était debout. Et sans cette petite bruine qui lui tombait droit dans les yeux, Mortimer, secoué et cahoté sur sa claie, aurait mieux pu voir ses faces de haine. Quelque chose de visqueux et de mou l'atteignit à la joue, lui coula dans la barbe. Mortimer comprit que c'était un crachat. Et puis une douleur aiguë, perçante, le traversa tout entier. Une main lâche lui avait lancé une pierre au bas-ventre. Sans les piquer, la foule, s'enivrant de ses propres hurlements, l'eût déchiré sur place. Il avançait sous une voûte sonore d'insultes et de malédictions, lui qui, 6 ans plus tôt, sur toutes les routes d'Angleterre, n'entendait s'élever que des acclamations. Les foules ont 2 voix, une pour la haine, l'autre pour l'allégresse. C'est merveille que tant de gorges hurlant ensemble pût produire 2 rumeurs si différentes. Et brusquement, ce fut le silence. Était-on déjà parvenu au gibet? Mais non, on était entré à Westminster, et l'on faisait passer la claie lentement sous les fenêtres où se pressaient les membres du Parlement. Ceux-ci se taisaient, en contemplant traîner comme un arbre fourchu sur le pavé celui qui tant de mois les avait pliés à sa volonté. Mortimer, les yeux emplis de pluie, cherchait un regard. Peut-être, par suprême cruauté, avait-on fait obligation à la reine Isabelle d'assister à son supplice. Il ne l'aperçut pas. Puis le cortège se dirigea vers Tyburn. Arrivé au Common Gallows, le condamné fut délié et rapidement confessé. Une dernière fois, Mortimer domina la foule, du haut de l'échafaud. Il souffrit peu, car la corde du bourreau, en le soulevant brusquement, lui rompit les vertèbres. La reine Isabelle se trouvait ce jour-là à Windsor, où elle se remettait lentement d'avoir perdu, en même temps que son amant, l'enfant qu'elle attendait de lui. Le roi Édouard fit savoir à sa mère qu'il viendrait passer avec elle les fêtes de Noël. Un mauvais jour. Par les fenêtres de la maison Bonnefille, Béatrice d'Hirson regardait la pluie tomber dans la rue Mauconseil. Depuis plusieurs heures, elle attendait Robert d'Artois, qui lui avait promis de la rejoindre, cet après-midi-là. Mais Robert ne tenait aucunement ses promesses. Les petites pas plus que les grandes, et Béatrice se jugeait bien stupide de le croire encore. Pour une femme qui attend, un homme a tous les torts. Robert ne lui avait-il pas promis aussi, et depuis près d'1 an, qu'elle serait dame de parage en son hôtel? Au fond, il n'était pas différent de sa tante. Tous les Artois se ressemblaient, des ingrats. On se crevait à faire leur volonté, on courait les herbières, et les jeteurs de sorts, on tuait pour servir leur intérêt, on risquait la potence ou le bûcher, car ce n'eût pas été monseigneur Robert qu'on eût arrêté si l'on avait pris Béatrice à verser l'arsenic dans la tisane de madame Mao, ou le sel de mercure dans le hanap de Jeanne la veuve. Cette femme, aurait-il dit, je ne la connais pas. Elle prétend avoir agi sur mon ordre. Menterie. Elle était de la maison de ma tante, pas de la mienne. Elle invente fable pour se sauver. Faites-la donc rouer. Entre les paroles d'un prince de France, beau-frère du roi, et celles d'une quelconque nièce d'évêque dont la famille n'était même plus en faveur, qui donc aurait hésité? Et j'ai fait tout cela pourquoi? Pensait Béatrice. Pour attendre et sceller en ma maison que monseigneur Robert daigne 1 fois la semaine me visiter. Il avait dit qu'il viendrait après vêpres. Voici le salut sonné. Il a dû encore ripailler, traiter 3 barons à dîner, parler de ses grands exploits, des affaires du royaume, de son procès, flatter de la main le rein de toutes les chambrières.
Même la Divion mange à sa table à présent, je le sais. Et moi, je suis ici à regarder la pluie. Et il arrivera à la nuitée, lourd, rotant beaucoup et les joues enflammées. Il me dira 3 fadaises, s'écroulera sur le lit pour y dormir 1 heure et repartira, si même il vient. Béatrice s'ennuyait, plus encore qu'à Conflans dans les derniers mois de Mao. Ses amours avec Robert s'enlisaient. Elle avait cru piéger le géant, mais c'était lui qui avait gagné. La passion, contrariée, humiliée, se changeait en sourde rancune. Attendre, toujours attendre. Et ne pas même pouvoir sortir, courir les tavernes avec quelques amis à la recherche de l'aventure, parce que Robert pourrait justement survenir dans ce moment-là. En plus, il la faisait surveiller. Elle comprenait bien que Robert se détachait d'elle et ne la voyait plus que par obligation, comme une complice qu'il faut ménager. 2 semaines entières se passaient parfois sans qu'il lui témoignât de désir. « Tu ne gagneras pas toujours, monseigneur Robert, » disait-elle tout bas. Elle commençait secrètement de le haïr, faute de le posséder assez. Elle avait essayé les meilleures recettes de filtre d'amour. Tirez de votre sang un vendredi de printemps. Mettez-le sécher au four dans un petit pot avec 2 couillons de lièvre et un fouet de colombe. Réduisez le tout en poudre fine et faites-en avaler à la personne sur qui vous avez des seins. Et si l'effet ne se fait pas à la première fois, réitérez jusqu'à 3 fois. Ou bien encore, vous irez un vendredi matin, avant soleil levé, dans un verger fruitier et cueillerez sur un arbre la plus belle pomme que vous pourrez. Puis, vous écrirez avec votre sang, sur un petit morceau de papier blanc, votre nom et surnom, et une autre ligne suivante, le nom et le surnom de la personne dont vous voulez être aimé. Et vous tâcherez d'avoir 3 de ses cheveux, que vous joindrez avec 3 des vôtres, qui vous serviront à lier le petit billet que vous aurez écrit de votre sang. Puis vous fendrez la pomme en 2, vous en ôterez les pépins, et en leur place, vous mettrez le billet lié des cheveux. Et avec 2 petites brochettes pointues de branches de myrte verte, vous rejoindrez proprement les 2 moitiés de pomme, et la ferez bien sécher au four, en sorte qu'elle devienne dure et sans humidité, comme des pommes sèches de carême. Vous l'envelopperez ensuite dans des feuilles de laurier et de myrte, et tâcherez de la mettre sous le chevet du lit où couche la personne aimée, sans qu'elle s'en aperçoive. Et, en peu de temps, elle vous donnera des marques de son amour. Vaines entreprises. Les pommes du vendredi restaient inopérantes. La sorcellerie où Béatrice se croyait infaillible paraissait n'avoir pas de prise sur le comte d'Artois. Il n'était pas le diable tout de même, en dépit de ce qu'elle lui avait affirmé pour le conquérir. Elle avait espéré être enceinte. Robert semblait aimer ses fils, par orgueil peut-être, mais il les aimait. Ils étaient les seuls êtres dont il parla avec un peu de tendresse. Alors un bâtard, qui lui serait venu à présent, et puis c'eût été un bon moyen pour Béatrice, montrer son ventre et dire « J'attends un enfant de monseigneur Robert ». Mais soit qu'elle eût dans le passé dérangé la nature, soit que le malin l'eût faite telle qu'elle ne pût engendrer, cet espoir-là aussi avait été déçu. Et il ne restait à Béatrice d'Hirson, ancienne demoiselle de parage de la comtesse Mao, que l'attente, la pluie et des rêves de vengeance. À l'heure où les bourgeois se mettaient au lit, Robert d'Artois arriva enfin, la mine fort sombre et se grattant du pouce le piquant de la barbe. À peine regarda-t-il Béatrice qui avait pris soin de mettre une robe neuve. Il se versa une grande rasade d'Hippocrate. « Il est éventé !» dit-il avec une grimace, en se laissant choir sur un siège qui rendit un grand gémissement de bois. Comment le breuvage n'eût-il pas perdu son arôme? La guerre était préparée depuis 4 heures. « J'espérais plutôt ta venue, monseigneur. »« Eh oui, mais j'ai de graves soucis qui m'ont tenu empêché. »« Comme le jour d'hier, et comme l'hier d'avant. »« Comprends aussi que je ne peux me montrer entrant jour en ta maison, surtout en ce moment qu'il me faut recroître de prudence. »« La bonne excuse, alors ne me dis point que tu viendras de jour, si tu ne me veux visiter que la nuit, mais la nuit appartient à la comtesse ton épouse. » Il haussa les épaules d'un air excédé. « Tu sais bien que je ne l'approche plus. » Tous les époux disent cela à leurs bonnes amies, les plus grands du royaume comme le dernier des savetiers. Et tous mentent de la même façon. Je voudrais bien voir que Madame de Beaumont te fit si bon visage et se montra de si bon air avec toi si tu n'entrais jamais en son lit. Pour les journées, monseigneur est au conseil étroit, à croire que le roi tient conseil de la crever de l'aube jusqu'au soir couchant.
Ou bien monseigneur est à la chasse, ou bien monseigneur va jouter, ou bien monseigneur est parti pour sa terre de Conche. « La paix !» cria Robert, abattant le plat de la main sur la table. « J'ai d'autres soins en tête que d'écouter sornettes de femelles. C'est aujourd'hui que j'ai présenté ma requête devant la chambre du roi. » En effet, on était le 14 décembre, jour fixé par Philippe VI pour l'ouverture du procès d'Artois. Béatrice le savait. Robert l'en avait prévenu, mais agacée de jalousie, elle l'avait oublié. « Et tout s'est passé à ton souhait ?»« Pas absolument, » répondit Robert. « J'ai présenté les lettres de mon grand-père et l'on a contesté qu'elles fussent vraies. »« Les croyais-tu bonnes ?» dit Béatrice, avec un sourire méchant. « Et qui donc les a contestées ?»« La duchesse de Bourgogne, qui s'est fait remettre les pièces à examen. »« Ah, la duchesse de Bourgogne est à Paris. » Les longs cils noirs se relevèrent un instant, et le regard de Béatrice brilla d'un soudain éclat, vite dissimulé. Robert, tout à ses soucis, ne s'en aperçut pas. Frappant les poings l'un contre l'autre et les muscles des mâchoires contractés, il disait « Elle est venue tout exprès avec le duc Eudes, Mao me nuira donc jusque dans sa descendance. Pourquoi si mauvais sang coule-t-il en cette race-là? Ah, tout ce qui est fille de Bourgogne est putain, vol et mensonge. Celle-ci qui pousse contre moi son bonnet de mari est gueuse déjà comme toute sa parenté. Ah, ils ont la Bourgogne, que veulent-ils encore la comté qu'ils m'ont volée? Mais je gagnerai. Je soulèverai l'Artois s'il le faut, comme je l'ai fait déjà contre Philippe le Long, le père de cette mauvaise guenon. Et cette fois, ce ne sera pas sur Arras que je marcherai, mais sur Dijon. » Il parlait, mais le cœur n'y était pas. C'était une colère assise, sans grand cri, sans ce pas à faire crouler les murs, sans toute cette comédie de la fureur qu'il savait si bien jouer. Pour quel auditoire se fût-il donné cette peine? L'habitude en amour érode les caractères. On ne s'oblige à l'effort que dans la nouveauté, et l'on ne redoute que ce que l'on ne connaît pas. Nul n'est fait que de puissance, et les craintes disparaissent en même temps que le mystère s'efface. Chaque fois que l'on se montre nu, on abandonne un peu d'autorité. Béatrice ne craignait plus Robert. Elle oubliait de le redouter parce qu'elle l'avait vu trop souvent dormir, et se permettait envers ce géant ce que personne n'eût osé. Et de même pour Robert envers Béatrice, devenue une maîtresse jalouse, exigeante, pleine de reproches, comme toute femme quand une liaison cachée dure trop longtemps. Ses talents de sorcière n'amusaient plus Robert. Ses pratiques de magie et de satanisme lui paraissaient routine. Il se défiait de Béatrice. Mais par simple habitude atavique, puisqu'il est entendu une fois pour toutes que les femmes sont menteuses et trompeuses. Comme elle lui mendiait le plaisir, il ne pensait plus à la craindre, et oubliait qu'elle ne s'était jetée dans ses bras que par goût de la trahison. Même le souvenir de leurs deux crimes perdait de l'importance et se dissolvait dans la poussière des jours, tandis que les deux cadavres s'effritaient sous terre. Il vivait cette période d'autant plus dangereuse qu'on ne croit plus au danger. Les amants devraient savoir, au moment où ils cessent de s'aimer, qu'ils vont se retrouver tels qu'avant de commencer. Les armes ne sont jamais détruites, mais seulement déposées. Béatrice observait Robert en silence, tandis qu'il rêvait, bien loin d'elle, à de nouvelles machinations pour gagner son procès. Mais quand on a usé de tout pendant 20 ans, fait fouiller les lois et les coutumes, utilisé le faux témoignage, la falsification d'écriture, le meurtre même, et qu'on a le roi pour beau-frère, et qu'encore on ne tienne pas la victoire, n'y a-t-il pas certains jours motif à désespérer? Changeant d'attitude, Béatrice vint s'agenouiller devant lui, soudain câline, soumise et tendre, comme si elle voulait à la fois consoler et se blottir. « Quand donc, mon gentil seigneur Robert, me prendra-t-il en son hôtel? Quand me fera-t-il dame de parage de sa comtesse, comme il me l'a promis? Regarde la bonne chose que ce serait. Toujours près de toi. Tu pourrais m'appeler à ton gré. Je serais là pour te servir et veiller sur toi, mieux qu'aucune. Quand donc? »« Quand mon procès sera gagné, dit-il, comme chaque fois qu'elle revenait sur la question. Du train qu'il va, ce procès, je pourrais bien attendre d'avoir les cheveux blancs. Quand il sera jugé, si tu préfères. C'est chose dite. Et Robert d'Artois n'a qu'une parole. Mais patience, que diable! Il regrettait bien d'avoir dû naguère lui faire miroiter ce projet. À présent, il était fermement décidé à n'y jamais donner suite. Béatrice, en l'hôtel de Beaumont, ah, quel trouble, quelle fatigue et quelle source d'ennui!
Elle se releva, alla tendre les mains au feu de tourbe qui brûlait dans la cheminée. « De la patience, j'en ai eu assez, je crois, dit-elle sans hausser la voix. D'abord, ce devait être après la mort de Madame Mao, ensuite après la mort de Madame Jeanne la veuve. Elles sont mortes, il me semble, et le bout de l'an va en être bientôt chanté en l'église. Mais tu ne veux pas que j'entre en ton hôtel. Une putain traînée comme la Divion qui fut maîtresse de mon oncle l'évêque et qui t'a fabriqué de si bonnes pièces qu'un aveugle les verrait fausses, a le droit, elle, de vivre à ta table, de se pavaner à ta cour. Mais laisse donc la Divion, tu sais bien que je ne garde cette sotte menteuse que par prudence. » Béatrice eut un bref sourire. La prudence. Avec la Divion, parce qu'elle avait fait cuire quelques seaux, il fallait user de prudence. Mais d'elle, Béatrice, qui avait envoyé 2 princesses en tombe, on ne redoutait rien, et on pouvait la payer d'ingratitude. « Allons, ne te plains pas, dit Robert. Tu as le meilleur de moi. Si tu étais en ma maison, je te pourrais sûrement moins voir, et avec moins d'abandon. » Il était bien gonflé de soi, monseigneur Robert, et il parlait de ses préférences comme de cadeaux sublimes qu'il daignait accorder. « Alors, si c'est le meilleur de toi que j'ai, que tardes-tu à me le donner ?» répondit Béatrice de sa voix traînante. « Le lit est prêt. » Et elle montrait la porte ouverte sur la chambre. « Non, ma petite mie, il me faut à présent retourner au palais et y voir le roi, en secret, pour contrebattre la duchesse de Bourgogne. »« Oui, certes, la duchesse de Bourgogne, » répéta Béatrice en hochant la tête d'un air entendu. « Alors, est-ce que demain je dois attendre le meilleur ? » ?»« Hélas, demain je dois partir pour Conches et Beaumont. »« Et tu y resteras ? » ?»« Fort peu, 2 semaines. »« Tu ne seras donc point là pour la fête de l'an 9 ? » demanda-t-elle. « Non, ma belle chatte, mais je te ferai présent d'un bon fermail de pierreries pour décorer ta gorge. Je m'emparerai donc pour éblouir mes valets, puisque ce sont les seuls gens que je vois. » Robert aurait dû se méfier davantage. Il est des jours funestes. À l'audience, ce 14 décembre, ces pièces avaient été protestées si fermement par le duc et la duchesse de Bourgogne que Philippe VI en avait froncé le sourcil par-dessus son grand nez et regardé son beau-frère avec inquiétude. C'eût été l'occasion d'être plus attentif, de ne pas blesser justement ce jour-là une femme telle que Béatrice, de ne pas la laisser pour 2 semaines insatisfaite de cœur et de corps. Il s'était levé. « La Divion part-elle dans ta suite ? » ?»« Eh oui, mon épouse en a décidé de la sorte. » Une bouffée de haine souleva la belle poitrine de Béatrice, et ses cils firent une ombre ronde sur ses joues. « Alors, monseigneur Robert, je t'attendrai comme une servante aimante et fidèle, » prononça-t-elle en lui présentant un visage souriant. Robert effleura d'un baiser machinal la joue de Béatrice. Il lui posa sa lourde main sur les reins, l'y tint un moment, et son geste s'acheva en une petite tape indifférente. Non, décidément il ne la désirait plus, et c'était bien là pour elle la pire offense.